Bonsoir et bienvenue dans ce condensé des contes des frères Grimm. Avant de commencer, j'aimerais remercier les personnes qui s'abonnent, et en particulier ceux qui prennent le temps d'écrire un commentaire. Ça me fait vraiment très plaisir. Cette vidéo s'articule de la même façon que la vidéo condensant les contes de Charles Perrault. Vous pourrez trouver le minutage des contes en description, ainsi que les liens vers les contes séparés. Pour une meilleure expérience, je vous invite à mettre un casque, à fermer les yeux, prendre une grande inspiration et à laisser aller votre imagination. Un homme riche avait une femme qui tomba malade, et quand celle-ci sentit sa fin prochaine, elle appela à son chevet son unique fille et lui dit : « Cher enfant, reste bonne et pieuse, et le bon Dieu t'aidera toujours. Et moi, du haut du ciel, je te regarderai et je te protégerai. » Puis elle ferma les yeux et mourut. La fillette se rendit chaque jour sur la tombe de sa mère, pleura et resta bonne et pieuse. L'hiver venu, la neige recouvrit la tombe d'un tapis blanc, mais au printemps, quand le soleil l'eut fait fondre, l'homme prit une autre femme. La femme avait amené avec elle ses deux filles qui étaient jolies et blanches de visage, mais laides et noires de cœur. Alors de bien mauvais jours commencèrent pour la pauvre belle fille. « Faut-il que cette petite oie reste avec nous dans la salle ? » dirent-elles. « Qui veut manger du pain doit le gagner. Allez, oust, souillons !» Elles lui enlevèrent ses beaux habits, la vêtirent d'un vieux tablier gris et lui donnèrent des sabots de bois. « Voyez un peu la fière princesse, comme elle est accoudrée !» s'écrièrent-elles en riant, et elles la conduisirent à la cuisine. Alors, il lui fallut faire du matin au soir de durs travaux, se lever bien avant le jour, porter de l'eau, allumer le feu, faire la cuisine et la lessive. En outre, les deux sœurs qui faisaient toutes les misères imaginables se moquaient d'elle, lui renversaient des pois et des lentilles dans la cendre, de sorte qu'elle devait recommencer à les trier. Le soir, lorsqu'elle était épuisée de travail, elle ne se couchait pas dans un lit, mais devait s'étendre près du foyer dans les cendres, et parce que cela lui donnait toujours un air poussiéreux et sale, elles l'appelèrent Cendrillon. Il arriva que le père voulut un jour se rendre à la foire. Il demanda à ses deux belles filles ce qu'il devait leur apporter. « De beaux habits, dit l'une, des perles et des pierres précieuses, dit la seconde. Et toi, Cendrillon, demanda-t-il, que veux-tu ? Père, le premier rameau qui heurtera votre chapeau sur le chemin du retour, cueillez-le pour moi. Il acheta donc de beaux habits, des perles et des pierres précieuses pour les deux sœurs, et, sur le chemin du retour, en traversant à cheval un vert bosquet, une branche de noisetier l'effleura et fit tomber son chapeau. Alors il cueillit le rameau et l'emporta. Arrivé à la maison, il donna à ses belles filles ce qu'elles avaient souhaité, et à Cendrillon le rameau de noisetier. Cendrillon le remercia, s'en alla sur la tombe de sa mère et y planta le rameau, en pleurant si fort que les larmes tombèrent dessus et l'arrosèrent. Il grandit cependant et devint un bel arbre. Cendrillon allait 3 fois par jour pleurer et prier sous ses branches, et chaque fois un petit oiseau blanc venait se poser sur l'arbre. Quand elle exprimait un souhait, le petit oiseau lui lançait à terre ce qu'elle avait souhaité. Or, il arriva que le roi donna une fête qui devait durer 3 jours, et à laquelle furent invitées toutes les jolies filles du pays, afin que son fils puisse choisir une fiancée. Quand elles apprirent qu'elles allaient aussi y assister, les deux sœurs furent toutes contentes. Elles appelèrent Cendrillon et lui dirent : « Peigne nos cheveux, brosse nos souliers et ajuste les boucles. Nous allons au château du roi pour la noce. » Cendrillon obéit, mais en pleurant, car elle aurait bien voulu les accompagner, et elle pria sa belle-mère de bien vouloir le lui permettre. « Toi,
Cendrillon, dit-elle, mais tu es pleine de poussière et de crasse, et tu veux aller à la noce. Tu n'as ni habits, ni souliers, et tu veux aller danser. Mais comme Cendrillon ne cessait de la supplier, elle finit par lui dire « J'ai renversé un plat de lentilles dans les cendres. Si dans 2 heures tu les as de nouveau triées, tu pourras venir avec nous. » La jeune fille alla au jardin par la porte de derrière et appela « Petit pigeon docile, petite tourterelle, et vous tous les petits oiseaux du ciel, venez m'aider à trier les graines. Les bonnes dans le petit pot, les mauvaises dans votre jabot. » Alors 2 pigeons blancs entrèrent par la fenêtre de la cuisine, puis les tourterelles, et enfin, par nuée, tous les petits oiseaux du ciel vinrent en voletant se poser autour des cendres, et baissant leurs petites têtes, tous les pigeons commencèrent à picorer. Pic, 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 et les autres s'y mirent aussi. Pic, 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 et ils amassèrent toutes les bonnes graines dans le plat. Au bout d'1 heure à peine, ils avaient déjà terminé et s'envolèrent tous de nouveau. Alors la jeune fille, toute joyeuse à l'idée qu'elle aurait maintenant la permission d'aller à la noce avec les autres, porta le plat à sa marâtre. Mais celle-ci lui dit « Non, Cendrillon, tu n'as pas d'habit et tu ne sais pas danser. On ne saurait que rire de toi. » Comme Cendrillon se mettait à pleurer, elle lui dit « Si tu peux, en 1 heure de temps, me trier des cendres 2 grands plats de lentilles, tu nous accompagneras. » Car elle se disait qu'au grand jamais elle n'y parviendrait. Quand elle eut jeté le contenu des 2 plats de lentilles dans la cendre, la jeune fille alla dans le jardin par la porte de derrière et appela « Petit pigeon docile, petite tourterelle, et vous tous les petits oiseaux du ciel, venez m'aider à trier les graines. Les bonnes dans le petit pot, les mauvaises dans votre jabot. » Alors 2 pigeons blancs entrèrent par la fenêtre de la cuisine, puis les tourterelles, et enfin, par nuée, tous les petits oiseaux du ciel vinrent en voletant se poser autour des cendres, et baissant leurs petites têtes, tous les pigeons commencèrent à picorer. Pic, 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 et les autres s'y mirent aussi. Pic, 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 et ils ramassèrent toutes les bonnes graines dans les plats, et en moins d'1 demi-heure, ils avaient déjà terminé, et s'envolèrent tous à nouveau. Alors la jeune fille, toute joyeuse à l'idée que maintenant elle aurait la permission d'aller à la noce avec les autres, porta les 2 plats à sa marâtre. Mais celle-ci lui dit « C'est peine perdue, tu ne viendras pas avec nous, car tu n'as pas d'habit et tu ne sais pas danser. Nous aurions honte de toi. » Là-dessus, elle lui tourna le dos et partit à la hâte avec ses 2 filles superbement parées. Lorsqu'il n'y eut plus personne à la maison, Cendrillon alla sous le noisetier planté sur la tombe de sa mère et cria « Petit arbre, ébranle-toi, agite-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. » Alors l'oiseau lui lança une robe d'or et d'argent, ainsi que des pantoufles brodées de soie et d'argent. Elle mit la robe en toute hâte et partit à la fête. Ni ses sœurs ni sa marâtre ne la reconnurent, et pensèrent que ce devait être la fille d'un roi étranger, tant elle était belle dans cette robe d'or. Elle ne songeait pas le moins du monde à Cendrillon, et la croyait au logis, assise dans la saleté, à retirer les lentilles de la cendre. Le fils du roi vint à sa rencontre, la prit par la main et dansa avec elle. Il ne voulut même danser avec nul autre, si bien qu'il ne lui lâcha plus la main, et lorsque notre danseur venait l'inviter, il lui disait « C'est ma cavalière ». Elle dansa jusqu'au soir, et voulut alors rentrer. Le fils du roi lui dit « Je m'en vais avec toi et t'accompagne », car il voulait voir à quelle famille appartenait cette belle jeune fille. Mais elle lui échappa et sauta dans le pigeonnier. Alors le prince attendit l'arrivée du père et lui dit que la jeune inconnue avait sauté dans le pigeonnier. « Serait-ce Cendrillon ?» se demanda le vieillard, et il fallut lui apporter une hache et une pioche pour qu'il pût démolir le pigeonnier. Mais il n'y avait personne dedans, et lorsqu'ils entrèrent dans la maison,
noisetier. Là, elle avait retiré ses beaux habits, les avait posés sur la tombe, et l'oiseau les avait emportés. Puis elle était allée avec son vilain tablier gris se mettre dans les cendres de la cuisine. Le jour suivant, comme la fête recommençait et que les parents et les sœurs étaient de nouveau partis, Cendrillon alla sur le noisetier et dit « Petit arbre, ébranle-toi, agite-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. » Alors l'oiseau lui lança une robe encore plus splendide que celle de la veille, et quand elle parut à la fête dans cette toilette, toutes furent frappées de sa beauté. Le fils du roi, qui avait attendu sa venue, la prit aussitôt par la main et ne dansa qu'avec elle. Quand d'autres venaient l'inviter, il leur disait « C'est ma cavalière ». Le soir venu, elle voulut partir et le fils du roi la suivit pour voir dans quelle maison elle entrait. Mais elle lui échappa et sauta dans le jardin derrière sa maison. Il y avait là un grand et bel arbre qui portait les poires les plus esquises. Elle grimpa entre ses branches aussi agilement qu'un écureuil, et le prince ne sut pas où elle était passée. Cependant, il attendit l'arrivée du père et lui dit « La jeune fille inconnue m'a échappé, et je crois qu'elle a sauté sur le poirier. » Serait-ce Cendrillon, pensa le père, qui envoya chercher la hache et abattit l'arbre, mais il n'y avait personne dessus, et quand ils entrèrent dans la cuisine, Cendrillon était couchée dans la cendre, tout comme d'habitude, car elle avait sauté en bas de l'arbre par l'autre côté, rapporté les beaux habits à l'oiseau du noisetier et revêtu son vilain tablier gris. Le troisième jour, quand ses parents et ses sœurs furent partis, Cendrillon retourna sur la tombe de sa mère et dit au noisetier « Petit arbre, ébranle-toi, agite-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. » Alors l'oiseau lui lança une robe qui était si somptueuse et si éclatante qu'elle n'en avait encore jamais vu de pareille, et les pantoufles étaient toutes en or. Quand elle arriva à la noce dans cette parure, tout le monde fut interdit d'admiration. Seul le fils du roi dansa avec elle, et si quelqu'un l'invitait, il disait « C'est ma cavalière ». Quand ce fut le soir, Cendrillon voulut repartir, et le prince voulut l'accompagner, mais elle lui échappa si vite qu'il ne put la suivre. Or, le fils du roi avait eu recours à une ruse. Il avait fait enduire de bois tout l'escalier, de sorte qu'en sautant pour descendre, la jeune fille y avait laissé sa pantoufle gauche engluée. Le prince la ramassa. Elle était petite et mignonne, et tout en or. Le lendemain matin, il vint trouver le vieil homme avec la pantoufle et lui dit « Nulle ne sera mon épouse que celle dont le pied chaussera ce soulier d'or. » Alors les deux sœurs se réjouirent, car elles avaient le pied joli. L'aînée alla dans sa chambre pour essayer le soulier en compagnie de sa mère, mais elle ne put y faire entrer le gros orteil, car la chaussure était trop petite pour elle. Alors sa mère lui tendit un couteau en lui disant « Coupe-toi ce doigt, quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin d'aller à pied. » Alors la jeune fille se coupa l'orteil, fit entrer de force son pied dans le soulier, et, contenant sa douleur, s'en alla trouver le fils du roi. Il la prit pour fiancée, la mit sur son cheval et partit avec elle. Mais il leur fallut passer devant la tombe. Les deux petits pigeons s'y trouvaient, perchés sur le noisetier, et ils crièrent « Roucoucou, roucoucou, et voyez là, dans la pantoufle du sang il y a. » Bien trop petit était le soulier, encore au logis et la vraie fiancée. Alors il regarda le pied et vit que le sang en coulait. Il fit faire demi-tour à son cheval, ramena la fausse fiancée chez elle, dit que ce n'était pas la véritable jeune fille et que l'autre sœur devait essayer le soulier. Celle-ci alla dans sa chambre, fit entrer l'orteil, mais son talon était trop grand. Alors sa mère lui tendit un couteau en disant « Coupe-toi un bout de talon, quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin d'aller à pied. » La jeune fille se coupa un bout de talon, fit entrer de force son pied dans le soulier et, contenant sa douleur, s'en alla trouver le fils du roi.
passèrent devant le noisetier, les deux petits pigeons s'y trouvaient perchés et crièrent « Roucoucou, roucoucou, et voyez là, dans la pantoufle, du sang il y a. Bien trop petit était le soulier, encore au logis est la vraie fiancée. » Le prince regarda le pied et vit que le sang coulait de la chaussure et teintait tout de rouge les bas blancs. Alors il fit faire demi-tour à son cheval et ramena la fausse fiancée chez elle. « Ce n'est toujours pas la bonne, dit-il. N'avez-vous point d'autre fille ? » « Non, dit le père, il n'y a plus que la fille de ma défunte femme, une misérable Cendrillon malpropre. C'est impossible qu'elle soit la fiancée que vous cherchez. » Le fils du roi dit qu'il fallait la faire revenir, mais la mère répondit « Oh non, la pauvre est bien trop sale pour se montrer. » Mais il y tenait absolument, et on dut appeler Cendrillon. Alors elle se lava d'abord les mains et le visage, puis elle vint s'incliner devant le fils du roi, qui lui tendit le soulier d'or. Elle s'assit sur un escabeau, retira son pied du lourd sabot de bois et le mit dans la pantoufle qui lui allait comme un gant. Et quand elle se redressa et que le fils du roi vit sa figure, il reconnut la belle jeune fille avec laquelle il avait dansé et s'écria « Voilà la vraie fiancée !» La belle-mère et les deux sœurs furent prises de peur et devinrent blêmes de rage. Quant au prince, il prit Cendrillon sur son cheval et repartit avec elle. Lorsqu'ils passèrent devant le noisetier, les deux petits pigeons blancs crièrent « Roucoucou, roucoucou, et voyez là, dans la pantoufle, du sang plus ne verra. Point trop petit était le soulier, chez lui, il mène la vraie fiancée. » Et après ce roucoulement, ils s'envolèrent tous les deux et descendirent se poser sur les épaules de Cendrillon, l'un à droite, l'autre à gauche, et y restèrent perchés. Le jour où l'on devait célébrer son mariage avec le fils du roi, ces deux perfides sœurs s'y rendirent avec l'intention de s'insinuer dans ses bonnes grâces et d'avoir part à son bonheur. Tandis que les fiancés se rendaient à l'église, l'aînée marchait à leur droite et la cadette à leur gauche. Alors les pigeons crevèrent un œil à chacune d'elles. Puis, quand ils s'en revinrent de l'église, l'aînée marchait à leur gauche et la cadette à leur droite. Alors les pigeons crevèrent l'autre œil à chacune d'elles, et c'est ainsi qu'en punition de leur méchanceté et de leur perfidie, elles furent aveugles pour le restant de leur jour. Il y avait une fois une bonne petite fille, aimée de tous ceux qui la voyaient, mais surtout de sa grand-mère, qui ne savait rien lui refuser. Celle-ci lui fit présent d'un petit chaperon de velours rouge, et, comme il lui allait très bien, et qu'elle ne s'habillait plus autrement, on l'appela le petit chaperon rouge. Un jour sa mère lui dit « Viens, petit chaperon, voici un morceau de gâteau et une bouteille de vin. Porte-les à ta mère grand, elle est faible et malade, cela lui fera du bien. Mets-toi en route avant qu'il fasse trop chaud, et quand tu y seras, va bien gentiment ton chemin sans courir à droite et à gauche, autrement tu tomberais, la bouteille se casserait, et la grand-mère n'aurait plus rien. Quand tu entreras dans sa chambre, n'oublie point de dire bonjour, et ne commence pas à aller fureter dans tous les coins. Je suivrai bien vos recommandations, dit le petit chaperon à sa mère, et elle lui donna sa main. Mais la grand-mère demeurait là-bas dans le bois, à une demi-heure du village. Quand le petit chaperon entra dans le bois, le loup vint à sa rencontre. Comme elle ne savait pas quelle méchante bête c'était, elle n'en eut pas peur. « Bonjour, petit chaperon, dit-il. »« Grand merci, loup. »« Et où vas-tu si matin, petit chaperon ? » ?»« Chez Mère Grand. »« Et que portes-tu sous ton tablier ? » ?»« Un gâteau et du vin. Hier nous avons cuit, et je porte à la pauvre vieille Mère Grand de quoi lui faire du bien et la fortifier un peu. »« Petit chaperon, où demeure ta grand-mère ? » ?»« À un bon quart de lieue d'ici, dans le bois. Sa maison est sous les 3 grands chênes. Au bas sont les haies de coudre, tu verras bien
bien, dit le petit chaperon. Le loup pensait en lui-même. Elle est jeune, elle est tendre, ce sera un bon morceau, bien meilleur que la vieille. Il faut m'y prendre adroitement pour les happer toutes les deux. Il chemina un instant près du petit chaperon et lui dit: Petit chaperon, vois donc partout les belles fleurs. Pourquoi ne regardes-tu pas autour de toi? N'entends-tu pas comme les oiseaux chantent bien? Tu vas droit devant toi comme si tu allais à l'école, tandis que c'est si amusant de jouer dans le bois. Le petit chaperon leva les yeux et, quand elle vit que tout était plein de si belles fleurs et que les rayons du soleil dansaient çà et là à travers les branches, elle se dit: Si j'apportais à Mère Grand un bouquet frais cueilli, cela lui ferait plaisir aussi. Il est de si bonne heure que j'arriverai encore à temps. Elle quitta le chemin pour entrer dans le fourré et se mit à chercher des fleurs. Quand elle en avait cueilli une, il lui semblait que plus loin il y en avait une plus belle. Elle y courait et s'enfonçait de plus en plus dans le bois. Pendant ce temps-là, le loup alla droit à la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. Qui est là? Le petit chaperon qui apporte un gâteau et du vin. Ouvrez. Appuie seulement sur la clenche, cria la grand-mère. Je suis si faible que je ne peux pas me lever. Le loup pressa la clenche, la porte s'ouvrit et le rusé, sans dire un mot, alla droit au lit de la grand-mère et l'avala. Puis il passa ses vêtements, mit ses coiffes, se coucha dans le lit et ferma les rideaux. Le petit chaperon avait continué de chercher des fleurs. Quand elle en eut tant cueilli qu'elle n'en pouvait porter davantage, elle repensa à la grand-mère et se remit en route. Elle s'étonna de trouver la porte ouverte. À son entrée dans la chambre, tout lui sembla si singulier qu'elle se dit: Ah, mon Dieu, comme j'ai le cœur serré aujourd'hui, moi qui suis si heureuse ordinairement chez la grand-mère. Elle dit bonjour, mais ne reçut pas de réponse. Elle alla vers le lit et ouvrit les rideaux. La grand-mère était couchée, ses coiffes rabattues sur sa figure, et elle avait l'air drôle. Eh, grand-mère, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre. Et grand-mère, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir. Et grand-mère, que vous avez de grandes mains. C'est pour mieux te saisir. Et grand-mère, que vous avez une horrible bouche. C'est pour mieux te manger. Lorsque le loup eut apaisé son vorace appétit, il se recoucha, s'endormit et se mit à ronfler tout haut. Le chasseur passait par là. Il pensa: Comme la vieille ronfle, voyons si elle n'a besoin de rien. Il entra dans la chambre et, s'approchant du lit, il vit que le loup y était couché. Te voilà enfin, dit-il, vieux pêcheur. Il y a longtemps que je te cherche. Il allait mettre en joue sa carabine quand il songea que le loup pourrait bien avoir mangé la mère Grand et qu'il serait encore temps de la sauver. Au lieu de faire feu, il prit des ciseaux et commença de découdre le ventre au loup endormi. Après qu'il eut donné 2 coups de ciseaux, il vit briller le petit chaperon rouge. De nouveaux coups, et la fillette sauta en dehors en s'écriant: Ah, quelle peur j'ai eue, comme il faisait noir dans le corps du loup. Puis vint la vieille grand-mère, encore vivante, mais à peine pouvait-elle respirer. Le petit chaperon rouge ramassa vite de grosses pierres, et ils en remplirent le ventre du loup. Quand le compère s'éveilla, il voulut sauter à bas du lit, mais les pierres étaient si lourdes qu'aussitôt il retomba. Il était mort. Tous trois furent bien contents. Le chasseur prit la peau du loup et l'emporta. La mère Grand mangea le gâteau et but le vin que le petit chaperon rouge avait apporté, et elle retrouva ses forces. Mais le petit chaperon rouge se dit: De ta vie, tu ne t'écarteras plus de la route pour courir dans le bois quand ta mère te l'aura défendu. On raconte aussi qu'une fois que le petit chaperon portait à sa grand-mère une autre galette, un autre loup lui parla et chercha à la détourner de son chemin.
une galette. Elles se turent et n'ouvrirent pas. La tête grise rôda quelque temps autour de la maison et finit par sauter sur le toit. Il voulait y attendre le départ du petit chaperon. Il l'aurait suivi et mangé dans l'ombre. Mais la grand-mère comprit ce qu'il avait dans la pensée. Comme il y avait devant la maison une grande auge de pierre, elle dit à la petite fille: Prends le seau, petit chaperon. Hier j'ai fait cuire des saucisses. Va verser dans l'auge l'eau où elles ont cuit. Le petit chaperon charria tant d'eau que la grande auge en fut pleine. L'odeur des saucisses montait au nez du loup. Il reniflait et quignait en bas. Enfin il allongea tant le cou qu'il ne put se tenir et commença de glisser. Il glissa si bien du doigt qu'il tomba dans la grande auge et s'y noya. Le petit chaperon retourna joyeuse chez elle, et personne ne lui fit de mal. Un pauvre laboureur était assis un soir au coin de son feu, pendant que sa femme filait à côté de lui. Il disait: C'est un grand chagrin pour nous de ne pas avoir d'enfants. Quel silence chez nous, tandis que chez les autres, tout est si gai et si bruyant. Oui, répondit sa femme en souriant, dusions-nous n'en avoir qu'un seul, pas plus gros que le pouce, je m'en contenterai, et nous l'aimerions de tout notre cœur. La femme, sur ces entrefaites, devint souffrante et, au bout de 7 mois, elle mit au monde un enfant bien constitué dans tous ses membres, mais qui n'avait qu'un pouce de haut. Elle dit: Le voilà tel que nous l'avions souhaité, il n'en sera pas moins notre cher fils. Et à cause de sa taille, ses parents le nommèrent Tom Pouce. Ils le nourrirent aussi bien que possible, mais il ne grandit pas et resta tel qu'il avait été à sa naissance. Cependant, il paraissait avoir de l'esprit, ses yeux étaient intelligents, et il montra bientôt dans sa petite personne de l'adresse et de l'activité pour mener à bien ce qu'il entreprenait. Le paysan s'apprêtait un jour à aller abattre du bois dans la forêt, et il se disait à lui-même: Je voudrais bien avoir quelqu'un pour conduire ma charrette. Père, s'écria Tom Pouce, je vais la conduire, moi. Soyez tranquille, elle arrivera à temps. Oh, l'homme se mit à rire. Cela ne se peut pas, dit-il. Tu es bien trop petit pour conduire le cheval par la bride. Cela ne fait rien, père. Si maman veut atteler, je me mettrai dans l'oreille du cheval, et je lui crierai où il faudra qu'il aille. Eh bien, répondit le père, essayons. La mère attela le cheval et mit Tom Pouce dans son oreille, et le petit homme lui criait le chemin qu'il fallait prendre. Tia, si bien que le cheval marcha comme s'il avait eu un vrai charretier, et la charrette fut menée au bois par la bonne route. Pendant que l'équipage tournait au coin d'une haie, et que le petit bonhomme criait « Tia, tia !» il passa par là 2 étrangers. « Grand Dieu !» s'écria l'un d'eux. « Qu'est cela ? Voilà une charrette qui marche. On entend la voix du charretier, et on ne voit personne. » « Il y a quelque chose de louche là-dessous, dit l'autre. Il faut suivre cette charrette et voir où elle s'arrêtera. » Elle continua sa route et s'arrêta dans la forêt, juste à la place où il y avait du bois abattu. Quand Tom Pouce aperçut son père, il lui cria: « Vois-tu, père, que j'ai bien mené la charrette. Maintenant, fais-moi descendre. » Le père, saisissant la bride d'une main, prit de l'autre son fils dans l'oreille du cheval et le déposa par terre. Le petit s'assit joyeusement sur un fétu. Les 2 étrangers, en apercevant Tom Pouce, ne savaient que penser tant ils étaient étonnés. L'un d'eux prit l'autre à part et lui dit: « Ce petit drôle pourrait faire notre fortune si nous le faisions voir pour de l'argent dans quelque ville. Il faut l'acheter. » Ils allèrent retrouver le paysan et lui dirent: « Vendez-nous ce petit nain, nous en aurons bien soin. » « Non, répondit le père, c'est mon enfant, il n'est pas à vendre pour tout l'or du monde. » Mais Tom Pouce, en entendant la conversation, avait grimpé dans les plis des vêtements de son père. Il lui monta jusque sur l'épaule, et de là lui souffla dans l'oreille: « Père, livrez-moi à ces gens-là, je serai bientôt de retour. » Son père le donna donc aux 2 hommes pour une belle pièce d'or.
visage, et j'aurai bien soin de ne pas tomber. » Ils firent comme il voulait, et quand Tom Pouce eut dit adieu à son père, ils s'en allèrent avec lui et marchèrent ainsi jusqu'au soir. Alors le petit homme leur cria « Arrêtez, arrêtez, j'ai besoin de descendre. »« Reste sur mon chapeau, dit l'homme qui le portait. Peu m'importe ce que tu feras, les oiseaux m'en font plus d'une fois autant. »« Non pas, dit Tom Pouce, mettez-moi en bas bien vite. » L'homme le prit et le posa par terre, dans un champ près de la route. Il courut un instant parmi les mottes de terre, et tout d'un coup, il se plongea dans un trou de souris qu'il avait cherché exprès. « Bonsoir, messieurs, partez sans moi, leur cria-t-il en riant. Ils voulurent le rattraper en fourrageant le trou de souris avec des baguettes, mais ce fut peine perdue. Tom s'enfonçait toujours plus avant, et la nuit étant tout à fait venue, ils furent obligés de rentrer chez eux en colère et les mains vides. Quand ils furent loin, Tom Pouce sortit de son souterrain. Il craignait de se risquer la nuit en plein champ, car une jambe est bientôt cassée. Heureusement, il rencontra une coque vide de limaçon. « Dieu soit loué, dit-il, je passerai ma nuit en sûreté là-dedans. » Et il s'y établit. Comme il allait s'endormir, il entendit deux hommes qui passaient, et l'un disait à l'autre « Comment nous y prendrions-nous pour voler à ce riche curé son or et son argent ?»« Je vous le dirai bien, leur cria Tom Pouce. »« Qu'y a-t-il » s'écria un des voleurs effrayés. « J'ai entendu quelqu'un parler. » Ils restaient à écouter, quand Tom Pouce leur cria de nouveau. « Prenez-moi avec vous, je vous aiderai. »« Où es-tu donc ?»« Cherchez par terre, du côté d'où vient la voix. » Les voleurs finirent par le trouver. « Petit extrait d'homme, lui dirent-ils, comment veux-tu nous être utile ?»« Voyez, répondit-il, je me glisserai entre les barreaux de la fenêtre dans la chambre du curé, et je vous passerai tout ce que vous voudrez. »« Eh bien, soit, dirent-ils, nous allons te mettre à l'épreuve. » Quand ils furent arrivés au presbytère, Tom Pouce se glissa dans la chambre, puis il se mit à crier de toutes ses forces. « Voulez-vous tout ce qui est ici ?» Les voleurs effrayés lui dirent « Parle plus bas, tu vas réveiller la maison. » Mais, faisant comme s'il ne les avait pas entendus, il cria de nouveau « Qu'est-ce que vous voulez ? Voulez-vous tout ce qui est ici ?» La servante, qui couchait dans la chambre à côté, entendit ce bruit. Elle se leva sur son séant et prêta l'oreille. Les voleurs avaient battu en retraite. Enfin, ils reprirent courage, et croyant seulement que le petit drôle voulait s'amuser à leurs dépens, ils revinrent sur leurs pas et lui dirent tout bas « Plus de plaisanterie, passe-nous quelque chose. » Alors Tom se mit à crier encore du haut de sa tête « Je vais vous donner tout, tendez les mains. » Cette fois la servante entendit bien clairement. Elle sauta du lit et courut à la porte. Les voleurs, voyant cela, s'enfuirent comme si le diable eût été à leur trousse. La servante, n'entendant plus rien, alla allumer une chandelle. Quand elle revint, Tom Pouce, sans être vu, fut se cacher dans le grenier au foin. La servante, après avoir fureté dans tous les coins sans rien découvrir, alla se remettre au lit et crut qu'elle avait rêvé. Tom Pouce était monté dans le foin et s'y était arrangé un joli petit lit. Il comptait s'y reposer jusqu'au jour et ensuite retourner chez ses parents. Mais il devait subir bien d'autres épreuves encore, tant on a de mal dans ce monde. La servante se leva dès l'aurore pour donner à manger au bétail. Sa première visite fut pour le grenier au fourrage, où elle prit une brassée de foin avec le pauvre Tom endormi dedans. Il dormait si fort qu'il ne s'aperçut de rien et ne s'éveilla que dans la bouche d'une vache qu'il avait pris avec une poignée de foin. Il se crut d'abord tomber dans un moulin à foulon, mais il comprit bientôt où il était réellement. Tout en évitant de se laisser broyer entre les dents, il finit par glisser dans la gorge et dans la panse. L'appartement lui semblait étroit, sans fenêtre, et on n'y voyait ni soleil ni chandelle. Le séjour lui en déplaisait fort, et ce qui compliquait encore la situation, c'est qu'il descendait toujours de nouveaux
servante était justement occupée à ce moment à traire la vache. Cette voix, qu'elle entendait sans voir personne et qu'elle reconnaissait pour celle qui l'avait déjà éveillée pendant la nuit, l'effraya tellement qu'elle se jeta en bas de son tabouret en répandant son lait. Elle alla en toute hâte trouver son maître et lui cria « Ah, grand Dieu, monsieur le curé, la vache qui parle !» « Tu es folle, répondit le prêtre, et cependant alla lui-même dans l'étable pour s'assurer de ce qui s'y passait. À peine y avait-il mis le pied que Tom Pouce s'écria de nouveau. Plus de fourrage, je n'en veux plus. La frayeur gagna le curé à son tour et, s'imaginant qu'il y avait un diable dans le corps de la vache, il dit qu'il fallait la tuer. On l'abattit et la panse dans laquelle le pauvre Tom était prisonnier fut jetée sur le fumier. Le petit eut grand-peine à se démêler de là, et il commençait à passer la tête dehors quand un nouveau malheur l'assaillit. Un loup affamé se jeta sur la panse de la vache et l'avala d'un seul coup. Tom Pouce ne perdit pas courage. Peut-être, pensa-t-il, que le loup sera traitable. Et de son ventre, où il était enfermé, il lui cria « Cher ami loup, je veux t'enseigner un bon repas à faire. »« Et où cela ?» dit le loup. « Dans telle et telle maison, tu n'as qu'à te glisser par l'égout de la cuisine, tu trouveras des gâteaux, du lard, des saucisses à bouche, que veux-tu ?» Et il lui désigna très exactement la maison de son père. Le loup ne se le fit pas dire deux fois. Il s'introduisit dans la cuisine et s'en donna à cœur joie aux dépens des provisions. Mais quand il fut repu et qu'il fallut sortir, il était tellement gonflé de nourriture qu'il ne put venir à bout de repasser par l'égout. Tom, qui avait compté là-dessus, commença à faire un bruit terrible dans le corps du loup, en sautant et en criant de toutes ses forces. « Veux-tu te tenir en repos ?» dit le loup. « Tu vas réveiller tout le monde. » « Eh bien, quoi ?» répondit le petit homme. « Tu t'es régalé, je veux m'amuser aussi, moi. » Et il se remit à crier tant qu'il le pouvait. Il finit par réveiller ses parents, qui accoururent et regardèrent dans la cuisine à travers la serrure. Quand ils virent qu'il y avait un loup, ils s'armèrent, l'homme de sa hache et la femme d'une faux. « Reste derrière, dit l'homme à sa femme, quand ils entrèrent dans la chambre. Je vais le frapper de ma hache, et si je ne le tue pas du coup, tu lui couperas le ventre. » Tom Pouce, qui entendait la voix de son père, se mit à crier. « C'est moi, cher père, je suis dans le ventre du loup. »« Dieu merci, dit le père plein de joie, notre cher enfant est retrouvé. » Et il ordonna à sa femme de mettre la faux de côté pour ne pas blesser leur fils. Puis, levant sa hache, d'un coup sur la tête, il étendit mort le loup. Et ensuite, avec un couteau et des ciseaux, il lui ouvrit le ventre et en tira le petit homme. « Ah, dit-il, que nous avons été inquiets de ton sort. Oui, père, j'ai beaucoup couru le monde. Heureusement, me voici rendu à la lumière. »« Où as-tu donc été ? » ?»« Ah, père, j'ai été dans un trou de souris, dans la panse d'une vache et dans le ventre d'un loup. Maintenant, je reste avec vous. » « Et nous ne te revendrions pas pour tout l'or du monde, » dirent ses parents en l'embrassant et en le serrant contre leur cœur. Ils lui donnèrent à manger et lui firent faire d'autres habits, parce que les siens avaient été gâtés pendant son voyage. Un tailleur avait un fils qui était petit et pas plus gros qu'un pouce. C'est pourquoi on l'appelait le Petit Poucet. Il était très courageux et un beau jour dit à son père « Père, je dois aller voir le monde. »« Tu as raison, mon fils, répondit le vieil homme, qui prit une longue aiguille à rebriser et fit fondre dessus une noisette de cire. Tu as maintenant une épée pour aller sur les chemins. » Le petit tailleur voulut manger une dernière fois et sauta dans la cuisine pour voir ce que madame sa mère avait préparé. Le repas était servi et le bol était sur la cuisinière. Puis il demanda « Madame ma mère, qu'y a-t-il à manger aujourd'hui ?
Regarde par toi-même, dit la mère. Alors le petit poucet sauta sur la cuisinière et regarda dans le plat. Mais comme il tendit son cou trop loin, la vapeur provenant de la nourriture l'emporta et le fit monter dans la cheminée. Il s'éleva pendant un moment, porté par la vapeur, jusqu'à ce qu'enfin il retombe sur terre. Le petit tailleur voyagea alors dans le monde entier et alla travailler chez un patron, mais la nourriture n'était pas assez bonne. Maîtresse, si vous ne me donnez pas une meilleure nourriture, déclara le petit poucet, je m'en irai écrire à la craie sur la porte de votre maison. Trop de pommes de terre, pas assez de viande. Adieu, monsieur le roi de la pomme de terre. Que veux-tu de plus, sauterelle? Répondit la maîtresse qui, en colère, saisit un torchon et voulut le frapper. Le petit tailleur se glissa prestement dans un dé à coudre, jeta un coup d'œil par en dessous et tira la langue à sa maîtresse. Elle ramassa le dé, voulut l'attraper, mais le petit poucet sauta dans un repli du torchon. La maîtresse le replia, le rechercha. Le petit bonhomme entra dans une anfractuosité de la table. Hé, maîtresse, dit-il en sortant la tête, et quand elle commença à le frapper, il sauta dans le tiroir. Cependant, elle réussit finalement à l'attraper et le chassa de la maison. Le petit tailleur voyagea, arriva dans une grande forêt où il rencontra une bande de voleurs qui avaient l'intention de voler le trésor du roi. Quand ils virent le petit tailleur, ils pensèrent « Un petit garçon comme ça peut se glisser dans un trou de serrure et la crocheter. » « Voilà !» s'écria l'un d'eux. « Toi, Goliath, le géant, veux-tu entrer dans la salle du trésor pour nous? Peux-tu t'y faufiler et nous jeter l'argent ?» Le petit poucet réfléchit un certain temps, accepta finalement, puis partit avec eux vers la salle du trésor. Il regarda ensuite de haut en bas pour voir s'il y avait une fissure. Il ne lui fallut pas longtemps pour en apercevoir une assez large pour se laisser passer. Il était sur le point d'y pénétrer quand une des deux sentinelles qui se tenaient devant la porte le remarqua et dit à l'autre « Il y a une vilaine araignée qui rampe par ici. Je vais la tuer. »« Laisse cette pauvre bête, répondit l'autre. Elle ne t'a rien fait. » Le petit poucet s'introduisit alors en toute sécurité par la fissure dans la salle du trésor, ouvrit la fenêtre sous laquelle se tenaient les voleurs et jeta les pièces d'or les unes après les autres. Alors qu'il était en pleine activité, le petit tailleur entendit le roi qui venait inspecter la salle du trésor. Il se glissa à la hâte dans une cachette. Le roi remarqua que plusieurs pièces manquaient, mais il ne pouvait pas imaginer qu'on en avait volé, car les serrures et les verrous étaient intacts et tout semblait bien gardé. Avant de s'en aller, il dit aux sentinelles « Soyez aux aguets, quelqu'un en veut à mon argent. » Quand le petit poucet reprit son travail, ils entendirent l'argent remuer. Cling, cling, cling. Les gardes coururent rapidement pour attraper le voleur, mais le petit tailleur qui les avait entendus venir et qui était encore plus rapide qu'eux, sauta dans un coin et se recouvrit d'une pièce, de telle sorte qu'aucune partie de son corps n'était visible. Il se moqua des sentinelles et cria « Je suis là !» Les gardes accoururent vers lui, mais il avait déjà sauté dans un autre coin, sous une autre pièce, et cria « Hé, je suis là !» Les gardiens se précipitèrent, mais le petit poucet s'était depuis longtemps réfugié sous une troisième pièce, et cria de nouveau « Eh oh, je suis là !» Il se moqua ainsi d'eux pendant longtemps, jusqu'à ce qu'ils soient si fatigués qu'ils s'en allèrent. Petit à petit, il jeta toutes les pièces. Il lança la dernière de toutes ses forces en sautant prestement sur elle et s'envola ainsi par la fenêtre. Les voleurs le complimentèrent longuement. « Tu es un vaillant guerrier, veux-tu être notre chef ?» Le petit poucet refusa et leur dit qu'il voulait d'abord voir le monde. Ils divisèrent alors le butin, mais le petit tailleur ne demanda qu'une pièce, car il ne pouvait pas en transporter davantage. Puis il attacha son épée, salua les voleurs et prit la route. Il
remerciait pas car il voyait ce qu'elle faisait sans qu'elle-même puisse s'en rendre compte. Il avait dit à son maître et à sa maîtresse ce qu'elles avaient volé dans les plats et emporté au cellier pour leur propre compte. « Attends, tu vas nous le payer, se dirent-elles, et elles convinrent entre elles de lui jouer un mauvais tour. Peu après, alors qu'une des femmes de chambre fauchait le pré, le Petit Poucet gambadait parmi les herbes. L'ayant repéré, la femme le faucha rapidement avec l'herbe, lia le tout dans un grand tissu et le jeta secrètement aux vaches. Parmi elles, il y en avait une grande noire qui l'avala d'un coup sans le blesser. Mais il n'aimait pas l'endroit où il était tombé car il faisait assez sombre et il n'y avait même pas une bougie. Quand la vache alla se faire traire, il cria « Pliche, plache, plouche !» Le seau n'est-il pas plein? Mais le bruit de la traite ne lui permettait pas d'être entendu. Plus tard, le maître de la maison vint dans la grange et dit « Demain, cette vache doit être tuée. » Le Petit Poucet était si effrayé qu'il s'écria d'une voix claire « Laissez-moi d'abord sortir, je suis enfermé à l'intérieur de cette vache. » Le maître avait très bien entendu, mais ne savait pas d'où venait cette voix. « Où es-tu » demanda-t-il. « Dans la noire, répondit-il. Mais le maître ne comprit pas ce que cela signifiait et s'en alla. Le lendemain matin, la vache fut abattue. Heureusement, le Petit Poucet n'eut aucune égratignure, ni au découpage, ni au hachage. Mais il se retrouva tout de même dans la chair à saucisse. Et quand le boucher vint et commença son travail, le Petit Poucet cria de toutes ses forces « Ne coupez pas trop profondément, ne coupez pas trop profondément, je suis au milieu de la chair à saucisse. » Personne ne l'entendit à cause du bruit du hachoir. Le pauvre Petit Poucet était maintenant en grande difficulté, mais la difficulté aiguise l'esprit, et il sauta si adroitement entre les lames qu'aucune d'entre elles ne le toucha, et il réussit à sauver sa peau. Mais il ne réussit toujours pas à s'en sortir. Il n'eut pas d'autre solution que d'être plongé dans un boyau avec des morceaux de lard. L'endroit était un peu étroit. Il fut ensuite suspendu dans la cheminée pour être fumé, où il s'ennuya énormément pendant fort longtemps. Enfin, en hiver, il fut décroché parce que la saucisse devait être offerte à un client. Lorsque l'hôtesse la coupa en tranches, il prit soin de ne pas trop étirer le cou afin de ne pas être coupé. Enfin, il saisit le bon moment, se fraya un passage et sauta. Le petit tailleur ne voulut pas rester plus longtemps dans cette maison où il était aussi maltraité et reprit immédiatement son voyage. Mais cette liberté ne dura pas longtemps. Dans la campagne, il croisa un renard sur le chemin qui l'avala alors qu'il était perdu dans ses pensées. « Voilà, monsieur Renard, s'écria le petit tailleur, c'est moi qui suis coincé dans votre gorge. Rendez-moi la liberté. »« Tu as raison, répondit le renard. Si je te mangeais, j'aurais l'impression de ne rien avoir dans l'estomac. Mais si tu me promets les poulets qui sont dans la basse-cour de ton père, je te laisserai partir. »« De tout mon cœur, répondit le Petit Poucet. Je vous promets que vous aurez tous les poulets que vous désirez. » Alors le renard le laissa sortir et le porta lui-même jusqu'à la maison. Quand le père revit son fils, il donna ses poulets au renard de bon gré. « En compensation, je t'apporte une belle pièce, déclara le Petit Poucet, qui lui remit la pièce qu'il avait gagnée au cours de ses voyages. Mais pourquoi le renard a-t-il obtenu tous les poulets à manger? Oh, tu es bête comme une oie, ton père t'aime sûrement beaucoup plus que tous les poulets de la basse-cour. Il y a très longtemps, un roi et une reine s'alanguissaient de n'avoir pas d'enfants. Chaque jour, ils se lamentaient. Si nous pouvions avoir un enfant. Mais ils ne pouvaient toujours pas en avoir. Un jour, cependant, alors que la reine était allongée dans son bain, une grenouille croissa dans la prairie et lui parla ainsi. « Ton vœu sera exaucé. L'an à venir, tu mettras au monde une fille. » La prédiction de la grenouille se réalisa, et la reine mit au
femmes sages du royaume pour qui l'enfant aurait de la grâce et de l'importance. Il y en avait 13 dans le royaume, mais comme il n'y avait que 12 assiettes en or dans lesquelles elle devait manger, l'une d'elles devait rester chez elle. La fête fut donnée avec faste, et lorsqu'elle se termina, les femmes sages vinrent pour offrir leurs merveilleuses offrandes. Une lui offrit la vertu, une autre la beauté, la troisième la richesse, et encore tout ce qui peut se souhaiter dans le monde. Lorsque la 11e eut prononcé son offrande, entra brusquement la 13e. Elle voulait ainsi se venger de n'avoir pas été invitée, et sans saluer ni regarder personne, elle prononça d'une voix puissante: La fille du roi se piquera avec un fuseau lors de sa 15e année, et en tombera morte. Et sans un mot de plus, elle fit demi-tour et quitta la salle. Tout le monde en fut atterré lorsqu'entra la 12e sage-femme qui n'avait toujours pas prononcé son offrande. Ne pouvant lever le mauvais sort, mais seulement l'adoucir, elle annonça: Elle ne tombera pas morte, mais dans un profond sommeil de 100 années. Le roi, qui voulut protéger sa chère enfant, fit promulguer un décret par lequel tous les fuseaux de son royaume devaient être brûlés. Les dons des femmes sages furent pleinement exaucés, car l'enfant était si belle, modeste, bonne et pleine de bon sens, que tous lui témoignaient beaucoup d'amour. Arriva le jour où elle eut précisément 15 ans, et durant lequel le roi et la reine se furent absentés du château, où la fille resta seule. Elle se rendit partout pour le plaisir, inspectant les pièces, les chambres, et parvint finalement dans une vieille tour. Elle monta les marches en colimaçon et arriva devant une petite porte. Dans la serrure, il y avait une vieille clé rouillée, et lorsqu'elle la tourna, la porte s'ouvrit sur une vieille femme assise dans une pièce minuscule et qui filait avec application son lin. « Bonjour, petite mère, dit la fille du roi. Que fais-tu là ? » Je file, dit la vieille, et elle hocha la tête. Qu'est-ce que cette chose qui sautille joyeusement ? Questionna la fillette, qui prit le fuseau et voulut aussi filer. À peine eut-elle touché le fuseau que le sort fut accompli. Elle se piqua le doigt. Dans l'instant où elle ressentit la piqûre, qu'elle tomba sur le lit qui se trouvait là et plongea dans un profond sommeil. Et ce sommeil se répandit sur tout le château. Le roi et la reine, qui venaient d'y revenir, entrèrent dans la grande salle et sombrèrent aussi dans le sommeil, et toute la cour avec eux. Les chevaux dans l'écurie, les chiens dans la cour, les colombes sur le toit, les mouches sur le mur, oui, le feu qui s'asseyait dans l'âtre, tout devint tranquille et s'endormit. Le rôti cessa de brunir, et le cuisinier dont l'apprenti avait fait une bêtise et qui voulait lui tirer les cheveux s'endormit aussi. Même le vent se calma, et dans les arbres auprès du château, plus une feuille ne bougeait. Autour du château, une haie d'aubépines commença à croître, qui chaque année devenait de plus en plus haute, et qui enfin entoura le château si bien que l'on ne pouvait plus rien en voir, pas même la flamme qui flottait sur le toit. Alors il courut dans le pays la légende de la Belle au bois dormant, car c'est ainsi que fut nommée la fille du roi, si bien que tous les fils de roi se rendaient dans le royaume et voulaient fendre la haie vive. Mais c'était impossible, car les épines avaient comme des bras qui se tenaient fortement ensemble. Les jouvenceaux y restaient accrochés sans pouvoir s'en défaire, pour mourir d'une faim atroce. Bien des années plus tard, vint un fils de roi qui entendit un vieil homme raconter l'histoire de la haie d'aubépines, derrière laquelle se trouvait un château. Dans celui-ci, une splendide fille de roi qu'on appelait Belle au bois dormant y sommeillait depuis 100 ans, ainsi que le roi, la reine et toute la cour. Le vieil homme tenait de son grand-père que de nombreux fils de roi
franchir la haie, mais ils y étaient restés accrochés pour mourir d'une triste faim. Alors le Jouvenceau déclara: « Je ne crains rien, et je veux voir la Belle au bois dormant. » Le vieil homme voulut l'en dissuader, mais le jeune homme ne voulut rien écouter. Cependant, les 100 années y étaient écoulées, et le jour était venu où la Belle au bois dormant devait se réveiller. Alors que le fils du roi s'approchait de la haie d'épines, il y avait de hautes et belles fleurs qui s'écartaient pour le laisser passer sans le blesser, et qui se refermaient de nouveau en haie vive. Dans la cour du château, il vit les chevaux et les chiens de chasse à la robe tachetée, allongés et endormis. Sur le toit, les colombes étaient perchées à la tête enfouie sous leurs ailes. Lorsqu'il pénétra dans la bâtisse, les mouches dormaient collées au mur, le cuisinier tendait encore le bras pour se saisir de l'apprenti, et la servante était assise devant la poule noire qu'elle devait plumer. Puis il alla dans la grande salle, où toute la cour était allongée et était endormie, et en haut sur le trône reposaient le roi et la reine. Il poursuivit son chemin. Tout était si calme qu'il entendait sa respiration. Et enfin, il entra dans la tour et ouvrit la porte de la petite pièce dans laquelle sommeillait la Belle au bois dormant. Elle gisait là, si belle qu'il ne pouvait en détourner les yeux. Il se pencha et lui donna un baiser. Alors qu'il effleurait de ses lèvres, la Belle au bois dormant battit des paupières, se réveilla et le regarda avec affection. Puis ils descendirent ensemble. Le roi se réveilla, la reine et toute la cour avec, et se regardèrent en ouvrant de grands yeux. Et les chevaux dans la cour se levèrent et ruèrent, les chiens de chasse sautèrent et remuèrent la queue, les colombes sur le toit sortirent la tête de dessous leur aile, regardèrent çà et là, puis s'envolèrent vers les champs. Les mouches sur le mur bourdonnèrent à nouveau. Le feu dans l'âtre crépita et reprit sa cuisson. Le rôti reprit sa brunissure. Le cuisinier envoya une taloche à l'apprenti, qui se mit à crier, et la servante finit de plumer la poule. Enfin, les noces du prince avec la Belle au bois dormant purent être données avec faste, et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur dernier jour. Dans une grande forêt vivait un pauvre bûcheron, son épouse et ses 2 enfants. Le garçon s'appelait Jeannot et la jeune fille Margot. Il avait peu à manger et à partager, et lorsque les prix s'envolèrent dans le pays, il ne put plus ramener le pain quotidien. Alors qu'il faisait sa prière du soir en cherchant une solution à ses problèmes, il soupira et parla à sa femme. « Qu'allons-nous devenir ? Comment pourrions-nous nourrir nos pauvres enfants alors que nous n'avons pour nous-mêmes plus rien ? » « Sais-tu quoi, mon époux ? Répondit la femme. Nous conduirons tôt demain les enfants dans la forêt, là où elle est la plus dense. Nous y ferons du feu, et nous donnerons à chacun un morceau de pain, et puis nous irons travailler en les laissant seuls. Ils ne trouveront plus le chemin de la maison, et nous en serons débarrassés. Non, femme, dit l'homme, je ne ferai jamais cela. Comment pourrais-je supporter de laisser mes enfants seuls dans la forêt ? Les bêtes sauvages les dévoreraient aussitôt. Oh, fou, dit-elle. Alors nous devrions tous les 4 mourir de faim. Tu n'aurais plus qu'à nous façonner nos cercueils. Et elle ne le laissa plus tranquille jusqu'à ce qu'il se décidât. Mais les pauvres enfants me manqueront aussi, dit l'homme. Cependant, les 2 enfants qui ne s'étaient pas endormis du fait de leur manque de nourriture avaient entendu ce que leur belle-mère racontait à leur père. Margot pleurait des larmes amères et dit à Jeannot : « Que nous advient-il ? » ?»« Calme-toi, Margot, dit Jeannot. « Ne t'inquiète pas, je vais nous en tirer. » Et alors que les parents dormaient, il se leva, enfila sa camisole, ouvrit la sous-porte, puis se faufila dehors. La lune brillait de tous ses rayons, et les graviers qui jonchaient le devant de la maison scintillaient comme une multitude de badzens. Jeannot se pencha et
forêt chercher du bois. Puis elle leur donna à chacun un morceau de pain et ajouta: Vous avez ainsi de quoi manger pour le déjeuner, mais ne le mangez pas avant, car vous n'aurez plus rien après. Margot prit le pain dans sa blouse, car Jeannot avait les cailloux dans ses poches. Puis ils se mirent en route pour la forêt. Lorsqu'ils eurent fait un bout de chemin, Jeannot s'arrêta et regarda vers la maison. Puis après quelques pas, il recommençait à nouveau. Le père dit alors: Jeannot, que regardes-tu là-bas et pourquoi restes-tu en arrière? Fais attention et n'oublie pas tes jambes. Ah, mon père, dit Jeannot, je regarde mon chat blanc qui est assis en haut sur le toit et qui veut me dire adieu. La femme déclara: Idiot, ce n'est pas ton chat, c'est le soleil qui brille sur la cheminée. Jeannot ne regardait pas le chat, mais jetait à chaque fois un caillou blanc de sa poche. Une fois arrivé au milieu de la forêt, le père dit: Allez les enfants, ramassez du bois, je vais vous faire un feu pour ne pas que vous ayez froid. Jeannot et Margot ramenèrent quelques fagots, de quoi en faire un joli tas. On mit le feu au tas, et quand les flammes s'élevèrent, la femme déclara: Mettez-vous près du feu, les enfants, reposez-vous, nous allons dans la forêt couper du bois. Lorsque nous en aurons fini, nous reviendrons vous chercher. Jeannot et Margot s'assirent près du feu, et lorsque midi fut venu, ils mangèrent chacun un petit morceau de pain. Et parce qu'ils entendaient les coups de la cognée, ils pensaient que leur père était proche. Mais ce n'étaient pas les coups de la cognée. C'était une branche qu'il avait arrachée à un arbre mort et que le vent balançait de ci de là. Comme ils étaient assis depuis un long moment, le sommeil leur vint et ils s'endormirent. Lorsqu'ils s'éveillèrent, le crépuscule était déjà bien avancé. Margot se mit à pleurer et dit: Comment allons-nous sortir du bois maintenant? Jeannot la consola: Attends un peu que la lune se lève, nous retrouverons enfin notre chemin. Et quand la lune fut bien levée, Jeannot prit sa sœur par la main et suivit les cailloux blancs qu'il avait semés. Il scintillait comme des bâtons fraîchement frappés et leur montrait le chemin. Ils marchèrent toute la nuit et arrivèrent à Potron-Minet, devant la maison de leur père. Ils frappèrent à la porte. La femme ouvrit, et lorsqu'elle s'aperçut que c'était Jeannot et Margot, elle leur dit: Méchants enfants, pourquoi avez-vous dormi aussi longtemps dans la forêt? Nous avons cru que vous ne vouliez plus revenir à la maison. Mais le père se réjouissait, car il s'en voulait de les avoir laissés seuls. Peu de temps après, la misère s'étant de nouveau répandue dans toute la contrée, les enfants entendaient de nouveau comment la mère, la nuit dans son lit, parlait à son mari. Tout est de nouveau précaire, nous n'avons plus qu'une demi-miche de pain. Toute chanson a une fin, nous devons nous séparer des enfants, nous devons les emmener plus loin dans la forêt, afin qu'ils ne puissent plus retrouver leur chemin du retour. Nous n'avons plus le choix. L'homme se sentit bouleversé, et il pensa: Ce serait mieux que tu partages les dernières bouchées avec tes enfants. Mais la femme ne prêtait aucune attention à ses paroles. Elle fit tout pour qu'il change d'idée. Elle lui fit des reproches. Qui dit oui une fois doit le dire deux fois. Et s'il s'est rendu une fois, il se rendra à nouveau. Tandis que les parents dormaient, Jeannot se leva de nouveau et voulut sortir pour ramasser des graviers comme la fois précédente. Mais la femme avait fermé la porte à clé et Jeannot ne put sortir. Il rassura sa sœur et lui dit: Ne pleure pas, Margot, dors tranquillement, le bon Dieu nous viendra en aide. Tôt le matin, la femme vint tirer les enfants du lit. Ils reçurent leur morceau de pain qui était encore plus petit que la fois précédente, et cheminant, Jeannot le brisait dans sa poche. Il s'arrêtait et jetait une miette sur le sol. Jeannot, pourquoi t'arrêtes-tu et regardes-tu autour de toi? L'interpellait le père. Avance. Je regarde ma colombe qui se tient sur le toit et me fait au revoir, répondit Jeannot. Idiot, dit la femme, ce n'est pas ta colombe, c'est le soleil qui se lève et qui brille sur la cheminée.
à sa sœur et lui dit « Attends, Margot, jusqu'à ce que la lune se lève. Nous verrons les miettes de pain que j'ai semées et nous montrerons le chemin de la maison. » Lorsque la lune fut haute, ils se levèrent, mais ils ne trouvèrent aucune miette de pain, car les milliers d'oiseaux qui voletaient dans les bois et les prés les avaient picorés. Jeannot dit à Margot « Nous retrouverons notre chemin. » Mais ils ne le retrouvèrent pas. Ils marchèrent toute la nuit et le jour entier encore, du matin au soir. Mais ils ne trouvèrent jamais la sortie de la forêt et étaient si affamés car ils n'avaient rien de mieux que les quelques baies qu'ils trouvaient de ci de là. Comme ils étaient trop fatigués et que leurs jambes refusaient de les porter plus loin, ils s'allongèrent sous un arbre et s'endormirent. C'était déjà le 3e jour qu'ils avaient quitté la maison de leur père. Ils se remirent en marche, mais ils s'enfoncèrent encore plus dans la forêt, et si aucune aide ne leur venait, ils s'affaibliraient. Lorsque midi vint, ils virent un bel oiseau blanc perché sur une haute branche, et qui lançait de si belles trilles qu'ils restèrent à l'écouter. Lorsqu'il eut fini, il étendit ses ailes et se mit à voleter autour d'eux. Ils le suivirent jusqu'à ce qu'ils arrivent à un cabanon, sur le toit duquel il se jugea. Et lorsqu'ils s'approchèrent, ils virent que le cabanon était fait de pain, que le toit était fait de gâteaux, les fenêtres de sucre transparent. « Voilà où nous pouvons nous installer, dit Jeannot, et avoir un repas béni. Je veux bien manger un morceau de toi, Margot. Tu peux manger la fenêtre, c'est sucré. » Jeannot se hissa sur le toit et ramena un peu de faitage pour le goûter, tandis que Margot se tenait près de la fenêtre et la grignotait. Alors entendit une petite voix, et qui venait du cabanon. « Grignoti, grignoti, qui grignote ma maison ?» Les enfants répondirent « Le vent, la brise légère. » Et ils mangeaient sans s'arrêter, sans se laisser distraire. Jeannot, à qui le toit plaisait beaucoup, en prit un bon morceau. Margot brisa un morceau rond de la fenêtre, s'assit et s'en rassasia. Soudain la porte s'ouvrit et une très vieille femme apparut, appuyée sur une canne. Jeannot et Margot en furent tellement effrayés qu'ils en laissèrent tomber ce qu'ils avaient dans les mains. La vieille femme branlait du chef et s'exclama « Eh, mes enfants, qui vous a emmenés ici? Entrez et restez chez moi, il ne vous arrivera rien. » Elle les attrapa tous les deux par la main et les entraîna dans sa maison. Un bon repas y était dressé, les crêpes avec du sucre, pommes et noisettes. Enfin, un bon lit les attendait, tout drapé de blanc. Jeannot et Margot y plongèrent, en rêvant qu'ils étaient au ciel. La vieille s'était faite amicale. En fait, c'était une méchante sorcière qui avait tendu un piège aux enfants, en construisant une maisonnette en pain, uniquement pour attirer les enfants. Une fois sous son pouvoir, elle les tuera, les cuira et les mangera comme pour un jour de fête. Les sorcières ont des yeux rouges et ne peuvent pas voir loin, mais elles ont un odorat très fin, comme les animaux, et ne remarquent pas quand un être humain approche. Lorsque Jeannot et Margot se sont approchés d'elle, elle avait souri méchamment et avait dit mielleusement « Je les tiens, ils ne doivent pas m'échapper. » Le lendemain matin, à peine les enfants réveillés, elle se leva aussitôt, et tout en les regardant tranquillement avec leurs joues bien rouges, elle se murmura à elle-même « Cela fera un bon déjeuner. » Puis elle saisit Jeannot de ses mains raides et l'enferma dans une pièce derrière une porte à barreaux. Il pouvait crier autant qu'il le voulait, mais c'était inutile. Puis elle alla vers Margot, la réveillant en hurlant « Debout, feignasse, va chercher de l'eau et fais cuire quelque chose de bon pour ton frère. Il est assis dehors dans l'étable et doit prendre du poids. Quand il sera bien gras, je pourrai le
meilleure cuisine fut alors cuite pour Jeannot, tandis que pour Margot on ne servait que les carapaces d'écrevisses. Chaque matin, la vieille se pressait jusqu'à l'étable et criait « Jeannot, passe ta main par les barreaux que je vois si tu es bien gras. » Jeannot lui glissait alors un vieil os, et la vieille, qui n'y voyait presque plus, pensait que c'était la main de Jeannot, et s'étonnait de ce qu'il ne voulait pas engraisser. 4 semaines passèrent. Jeannot était toujours aussi maigre. La vieille à bout de patience, et ne voulut plus attendre. « Margot, allez, oust !» appela-t-elle. « Va chercher de l'eau. Que Jeannot soit gras ou qu'il soit maigre, demain je le tue et je le cuis. » La pauvre Margot pleurait toutes les larmes de son corps en allant chercher de l'eau. Il fallait voir comment elle roulait sur ses joues. « Mon Dieu, aide-nous donc, supplia-t-elle. Si au moins les bêtes sauvages nous avaient dévorés, on serait morts ensemble. »« Épargne-nous tes sanglots, dit la vieille, ça ne sert à rien. » Le lendemain matin, Margot sortit remplir le seau, le suspendit dans la cheminée et alluma le feu. « Nous allons d'abord faire du pain, dit la vieille. J'ai déjà chauffé le four et pétri la pâte. » Elle poussa la pauvre Margot vers le four, duquel les flammes déjà sortaient. « Penche-toi et vois si c'est suffisamment chaud afin que nous puissions y enfourner le pain. » Puis, lorsque Margot fut assez proche, elle voulut ouvrir le four pour la faire rôtir dedans, et ensuite la dévorer. Mais Margot, devinant ses intentions, dit « Je ne sais pas comment faire pour entrer là-dedans. »« Ouah, stupide, dit la vieille, la porte est assez grande, ne vois-tu pas que même moi je peux y passer ?» affirma-t-elle en rampant et en passant la tête dans le four. Alors Margot lui donna un bon coup, si bien qu'elle bascula dedans, puis elle referma la porte en fer et tira le verrou. « Ouh, ouh !» hurla-t-elle horriblement. Margot partit en courant, tandis que l'horrible sorcière brûlait abominablement. Elle courut tout droit vers Jeannot, lui ouvrit les tables et cria « Jeannot, nous sommes libres, la vieille sorcière est morte. » Jeannot bondit comme un oiseau de sa cage lorsqu'on lui ouvre la porte. Comme ils se sont réjouis en tombant dans les bras l'un de l'autre, et comme ils ont sauté de joie et se sont embrassés, ils se dirigèrent vers la maison de la sorcière, puisqu'ils n'avaient plus à la craindre. Dans tous les recoins, ils trouvèrent des perles et des pierres précieuses. « C'est bien plus beau que des cailloux, » déclara Jeannot en remplissant ses poches de ce qui pouvait bien y rentrer. Puis Margot dit « Je veux bien aussi rapporter quelque chose à la maison. » Et elle remplit aussi son tablier. « Partons maintenant, » ordonna Jeannot. « Sortons de cette forêt maléfique. » Mais après 2 heures de marche, ils arrivèrent près d'une rivière. « Nous ne pouvons pas traverser, » affirma Jeannot. « Je ne vois ni passerelle, ni pont. »« Il ne passe aucun bateau non plus, » renchérit Margot. « Mais je vois un canard blanc. Si je le lui demande, il nous aidera à traverser. » Et elle appela. « Canard, canard attentionné, Margot et Jeannot n'ont ni passerelle, ni pont. Sur ton dos, fais-nous passer. » Le canard approcha, et Jeannot s'installa sur son dos et pria sa sœur de le rejoindre s'asseoir près de lui. « Non, dit Margot, ce sera trop lourd pour le canard. Il doit nous faire passer l'un après l'autre. » Le bon volatile s'acquitta bravement de sa tâche. Lorsqu'ils furent passés et qu'ils eurent fait un bout de chemin, la forêt se fit de plus en plus familière, et soudain, ils aperçurent la maison de leur père. Ils se mirent alors à courir, se précipitèrent à l'intérieur et sautèrent au cou de leur père. Depuis qu'il avait abandonné ses enfants dans la forêt, l'homme n'avait plus de joie. Sa femme était morte. Margot secoua son tablier pour en faire tomber les perles et les gemmes qui se répandirent dans la cuisine, pendant que Jeannot en jetait poignée après poignée de ses poches. Tous les soucis avaient enfin pris fin, et ils purent vivre avec bonheur ensemble. Une histoire est finie. Là court une
souris. Qui l'attrape doit s'en faire une grande cape fourrée. C'était au milieu de l'hiver, et les flocons de neige tombaient comme des plumes. Une reine était assise près de sa fenêtre au cadre d'ébène, et cousait. Et comme elle cousait et regardait la neige, elle se piqua les doigts avec son épingle, et 3 gouttes de sang tombèrent. En voyant ce rouge si beau sur la neige blanche, elle se dit « Oh, si j'avais un enfant blanc comme la neige, rouge comme le sang, et noir comme l'ébène. » Bientôt elle eut une petite fille qui était aussi blanche que la neige, avec des joues rouges comme du sang, et des cheveux noirs comme l'ébène, ce qui fit qu'on la nomma Blanche-Neige. Et lorsque l'enfant eut vu le jour, la reine mourut. Un an après, le roi prit une autre femme. Elle était belle, mais fière et hautaine à ne pouvoir s'ouvrir qu'aucune autre la surpassant en beauté. Elle avait un miroir merveilleux, et quand elle se mettait devant lui pour s'y mirer, elle disait « Miroir, petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Et le miroir répondait « Madame la reine, vous êtes la plus belle. » Alors elle était contente car elle savait que le miroir disait la vérité. Mais Blanche-Neige grandissait et devenait toujours plus belle, et quand elle eut 7 ans, elle était aussi belle que le jour, plus belle que la reine elle-même. Comme celle-ci demandait une fois à son miroir « Miroir, petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Il lui répondit aussitôt « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. » La reine, consternée, devint livide de rage et d'envie. Depuis ce moment, la vue de Blanche-Neige lui bouleversa le cœur, tant la petite fille lui inspirait de la haine. L'envie et la jalousie ne firent que croître en elle, et elle n'eut plus de repos ni jour ni nuit. Enfin, elle fit venir son chasseur et lui dit « Portez l'enfant dans la forêt, je ne veux plus la voir devant les yeux. Là, vous la tuerez, et vous m'apporterez son foie et ses poumons comme preuve de l'exécution de mes ordres. » Le chasseur obéit et emmena l'enfant avec lui. Et quand il eut tiré son couteau de chasse pour percer le cœur de l'innocente Blanche-Neige, voilà que la petite fille commença à pleurer et dit « Ah, mon bon chasseur, laisse-moi la vie, je courrai dans la forêt sauvage et ne reviendrai jamais. » Elle était si belle que le chasseur eut pitié d'elle et dit « Va, pauvre enfant. » Il pensait en lui-même « Les bêtes féroces vont te dévorer bientôt. » Pourtant, il se sentit le cœur soulagé d'un grand poids à l'idée qu'il avait pu se dispenser de l'égorger. Et comme il vit courir devant lui un marcassin, il le tua, en prit le foie et les poumons, s'en fut les préparer à la reine, qui les fit bien assaisonner et cuire. Et la méchante femme crut manger la chair et le sang de Blanche-Neige. Pendant ce temps, la pauvre enfant errait toute seule dans l'épaisse forêt, et elle avait si grand peur qu'elle regardait d'un air inquiet tous les arbres et toutes les feuilles, ne sachant où trouver du secours. Puis elle se mit à courir sur les pierres pointues et sur les épines, et les bêtes féroces bondissaient à côté d'elle, mais sans lui faire aucun mal. Elle courut aussi longtemps que ses pieds purent la porter, jusqu'à la brume, et elle aperçut alors une petite cabane où elle entra pour se reposer. Tout dans cette cabane était petit, mais si gentil et si propre qu'on ne saurait le décrire. Il y avait une petite table recouverte d'une nappe blanche, avec 7 petites assiettes. Chaque assiette avec sa petite cuillère, puis 7 petits couteaux, 7 petites fourchettes et 7 petits gobelets. Contre le mur, il y avait 7 petits lits l'un à côté de l'autre, couverts de draps blancs comme la neige. Blanche-Neige avait très faim et très soif. Elle mangea une cuillerée de légumes avec une bouchée de pain dans chaque assiette, et but dans chaque gobelet une goutte de vin, car elle ne voulait pas prendre une seule part tout entière. Puis, comme elle était fatiguée, elle essaya de se coucher dans l'un des petits lits, mais l'un était trop long, l'autre trop petit, et enfin il n'y eut que le 7e qui fut à sa taille. Elle y resta donc, elle fit sa prière et s'endormit. La nuit venue, les maîtres de la cabane arrivèrent. C'étaient des nains qui cherchaient de l'airain et de l'or dans les montagnes. Ils allumèrent leurs petites lampes, et quand le logis fut éclairé,
qui a mangé de mon assiette? Le troisième, qui a pris de mon pain? Le quatrième, qui a touché à mes légumes? Le cinquième, qui a piqué avec ma fourchette? Le sixième, qui a coupé avec mon couteau? Et le septième, qui a bu dans mon gobelet? Puis le premier se retourna et vit que son lit était un peu affaissé. Qui s'est couché dans mon lit, dit-il. Et les autres d'accourir et de dire, dans le mien aussi il y a eu quelqu'un. Mais le septième, en regardant son lit, aperçut Blanche-Neige qui était couchée et dormait. Il appela ses frères qui se hâtèrent de venir et se récrièrent d'étonnement. Et chacun fut chercher sa lampe pour mieux contempler Blanche-Neige. Ah, mon Dieu, répétaient les nains, que cet enfant est belle. Ils étaient ravis de l'admirer et se gardèrent bien de l'éveiller. Le septième nain dormit 1 heure dans le lit de chacun de ses compagnons jusqu'au point du jour. Le matin, quand Blanche-Neige sortit de son sommeil, elle vit les petits hommes et fut effrayée. Mais ils se montrèrent fort aimables et lui demandèrent son nom. « Je me nomme Blanche-Neige, dit-elle. Par quel hasard, reprirent les nains, es-tu venue dans notre maison ?» Alors elle leur conta son histoire, comment sa belle-mère avait voulu la faire tuer, comment le chasseur l'avait épargnée, et comment elle avait couru tout le jour jusqu'à ce qu'elle rencontrât la petite cabane. Les nains lui dirent « Veux-tu faire notre ménage, les lits, la cuisine, coudre, laver, tricoter? En ce cas, nous te garderons avec nous et tu ne manqueras de rien. » Blanche-Neige leur promit tout ce qu'ils désiraient et resta chez eux. Elle vaquait aux soins du ménage. Le matin, les nains s'en allaient pour chercher dans la montagne de l'airain et de l'or. Le soir, ils rentraient au logis où le dîner devait se trouver prêt. Toute la journée, la jeune fille était seule, et il l'avertissait en partant de se tenir sur ses gardes, car, disaient les bons petits hommes, ta marâtre saura bientôt que tu es ici, n'ouvre à personne. Cependant, la reine, qui croyait avoir mangé la chair et le sang de Blanche-Neige, pensait bien être de nouveau la plus belle femme du pays, et pour en avoir l'assurance, elle se mit devant son miroir et lui dit « Miroir, petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Aussitôt le miroir de répondre « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige, au-delà des montagnes, chez les 7 petits nains, est encore 1000 fois plus belle que vous. » La reine pâlit de colère, elle savait que le miroir ne mentait pas, et elle reconnut que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige vivait encore. Elle songea derechef au moyen de la tuer, car aussi longtemps qu'elle ne serait pas la plus belle, elle sentait qu'elle n'aurait pas de repos. Enfin, elle imagina de se grimer le visage et de s'habiller en vieille marchande, de façon à se rendre méconnaissable. Ainsi déguisée, elle alla dans les 7 montagnes, chez les 7 nains, frappa à la porte de la cabane et cria « De belles marchandises, achetez, achetez !» Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit « Bonjour, ma bonne femme, que vendez-vous là ?»« De bonnes marchandises, de belles marchandises, reprit l'autre, des lacets de toutes les couleurs. » Et elle tira de sa boîte un lacet tressé de soie de diverses couleurs. « Je peux laisser entrer cette brave femme, pensa Blanche-Neige. Et tirant le verrou de la porte, elle ouvrit à la vieille et lui acheta le beau lacet. « Enfant, dit la vieille, de quelle façon êtes-vous lacée? Je vais vous montrer comment il faut faire. » Blanche-Neige, sans aucun soupçon, se plaça devant elle et se fit lacer avec le nouveau lacet. Mais la vieille le serra si fort que la jeune fille en perdit la respiration et tomba comme morte. « Maintenant tu as fini d'être la plus belle, dit la marâtre, et elle s'en alla au plus vite. Vers le soir, les 7 nains revinrent à la cabane, mais quel ne fut pas leur trouble en apercevant leur chère Blanche-Neige étendue par terre sans mouvement et comme inanimée. Ils la relevèrent, et quand ils eurent vu le lacet qui l'étranglait, ils le coupèrent. Alors elle commença à respirer faiblement, et revint à elle peu à peu. Les nains écoutèrent le récit de ce qui s'était passé et dirent « La vieille marchande n'était autre que la reine. Prends garde de n'ouvrir à personne, désormais, en notre absence. » La
méchante reine, dès qu'elle fut de retour chez elle, alla droit à son miroir et lui demanda: petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays? Et le miroir de répondre: Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. Mais Blanche-Neige, au-delà des montagnes, chez les 7 petits nains, est 1000 fois plus belle que vous. Lorsque la reine entendit cela, tout son sang se porta au cœur tant sa colère fut violente à l'idée que Blanche-Neige était en vie. À présent, dit-elle, il faut que je trouve un moyen infaillible de la perdre. Et, avec son art de sorcière, elle fabriqua un peigne empoisonné. Puis elle se déguisa de nouveau sous la figure d'une vieille bohémienne. Elle s'en fut par les 7 montagnes, chez les 7 nains, frappa à la porte et dit: Bonne marchandise à vendre, achetez. Blanche-Neige regarda par la fenêtre, mais elle répondit: Je ne dois faire entrer personne, passez votre chemin. On vous permettra bien de regarder seulement, répartit la vieille, qui tira le peigne empoisonné et le mit sous les yeux de la jeune fille. Il plut tellement à celle-ci qu'elle se laissa entraîner à ouvrir la porte. Lorsqu'elle eut acheté le peigne, la vieille dit: Attends, je vais te peigner comme il faut. La pauvre Blanche-Neige, sans nulle méfiance, laissa faire la vieille, mais à peine avait-elle entré le peigne dans les cheveux de sa victime que le poison commença à agir et que la jeune fille tomba roide par terre comme frappée de mort. Eh bien, ma belle, dit la vieille en ricanant, cette fois c'en est fait de toi. Puis elle sortit. Par bonheur le soir approchait, et c'était l'heure du retour des nains. En voyant Blanche-Neige étendue ainsi, ils pensèrent tout de suite à sa belle-mère et cherchèrent partout la cause de ce qui venait d'arriver. Ils mirent la main sur le peigne empoisonné, et, à peine l'eurent-ils retiré, que Blanche-Neige reprit connaissance et raconta ce qui avait eu lieu. Les nains lui recommandèrent plus vivement que jamais de ne laisser pénétrer personne jusqu'à elle. Tandis que la charmante enfant triomphait pour la 3e fois de ses embûches, la reine, dans son palais, consultait le miroir suspendu au mur. Miroir, petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays? Et comme naguère, il répondait: Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. Mais Blanche-Neige, au-delà des montagnes, chez les 7 petits nains, est 1000 fois plus belle que vous. Lorsque la marâtre entendit cette nouvelle réponse, elle trembla de fureur. Blanche-Neige mourra, s'écria-t-elle, quand il devrait m'en coûter la vie. Puis elle s'enferma dans une chambre secrète où personne n'entrait. Elle y prépara une pomme empoisonnée, superbe à voir, blanche et rose de peau, fraîche à croquer. Cette pomme avait le pouvoir de tuer quiconque en goûterait un morceau. Lorsqu'elle l'eut bien apprêtée, la reine se peignit la figure et, déguisée en paysanne, retourna dans les 7 montagnes, au pays des 7 nains. Parvenue à la cabane où demeurait Blanche-Neige, elle frappa et la jeune fille mit la tête à la fenêtre. Je ne dois laisser entrer personne, dit-elle, les nains me l'ont défendu. Soit, répliqua la paysanne, cela m'est égal, on m'achètera mes pommes ailleurs. Tenez, en voici une, je vous la donne. Non, dit Blanche-Neige, je ne dois rien prendre. Auriez-vous peur de quelque poison, dit la vieille. Regardez, voici ma pomme coupée en 2 moitiés. Mangez la rouge, moi je mangerai la blanche. Mais la pomme était préparée avec tant d'art que le côté rouge seul était empoisonné. Blanche-Neige avait bien envie de la belle pomme, et lorsque la paysanne se mit à en manger la moitié, la pauvre petite ne put y tenir davantage. Elle tendit la main et prit la moitié où se trouvait le poison. À peine ses lèvres s'y furent-elles posées qu'elle tomba morte sur le sol. La reine la considéra avec des yeux terribles, rit aux éclats et dit: Blanche comme neige, rouge comme sang, noire comme l'ébène, cette fois-ci les nains ne te réveilleront point. Et lorsqu'elle interrogea son miroir, selon sa formule habituelle: Petit miroir, quelle est la plus belle
maison, le soir, trouvèrent Blanche-Neige étendue encore une fois par terre, sans haleine et sans mouvement. Ils la relevèrent, cherchèrent la cause de ce nouveau malheur, la desserrèrent, peignèrent ses cheveux et lui lavèrent le visage avec de l'eau et du vin, mais rien n'y fit. La pauvre enfant était morte et resta morte. Ils la couchèrent dans une bière et se mirent tous les 7 autour d'elle, veillant et pleurant pendant 3 jours. Puis ils voulurent l'enterrer, mais elle avait si bien l'air d'une personne vivante, dont ses joues étaient fraîches et roses, qu'ils se dirent « Nous ne pouvons la mettre dans la terre noire. » Ils lui firent un cercueil de verre pour qu'on pût la voir de tous côtés, l'ensevelirent dedans et écrivirent en lettres d'or qu'elle était fille de roi et se nommait Blanche-Neige. Ensuite ils placèrent le cercueil sur le haut de la montagne, et l'un d'eux restait toujours près d'elle pour la garder. Les oiseaux vinrent aussi pleurer Blanche-Neige. Le premier fut un hibou, le second un corbeau, et le troisième une colombe. Blanche-Neige était ainsi depuis bien longtemps dans son cercueil, et ne changeait pas de figure, ne semblant toujours qu'endormie, car elle était toujours blanche comme neige, avec des joues rouges comme du sang, sous ses beaux cheveux noirs comme l'ébène. Or, il advint qu'un fils de roi, allant par la forêt, arriva chez les nains pour y passer la nuit. Il vit Blanche-Neige couchée dans le cercueil de verre sur la montagne, et lut ce qui s'y trouvait écrit en lettres d'or. Alors il dit aux nains : « Livrez-moi ce cercueil, je vous donnerai ce que vous voudrez. » Mais les nains répondirent : « Nous ne le livrerons pas pour tout l'or du monde. » « Eh bien, reprit-il d'un ton suppliant, faites-moi présent, car je ne peux plus vivre sans voir Blanche-Neige. » Les bons petits nains, touchés de ses prières, eurent pitié de lui et lui permirent d'emporter le cercueil. Les gens du prince le soulevèrent sur leurs épaules, mais, ayant heurté du pied une grosse racine, ils tombèrent, et par l'effet du choc, le cœur de la pomme sortit du gosier de Blanche-Neige. Presque aussitôt, elle rouvrit les yeux, se redressa et dit : « Mon Dieu, où suis-je ? » « Avec moi qui t'aime plus que tout au monde, » s'écria le fils du roi plein de joie. Et il lui raconta ce qui s'était passé. « Viens avec moi dans le château de mon père, dit-il, et tu seras ma femme. » Et Blanche-Neige sentit bien qu'elle l'aimait aussi, et elle s'enfuit avec lui, et la noce fut préparée en grande pompe. On n'oublia pas d'inviter la méchante belle-mère à la fête. Lorsqu'elle se fut parée de ses plus riches atouts, elle se mit devant son petit miroir et dit : « Petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ? » Le miroir répondit : « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais la jeune reine est plus belle que vous. » La méchante femme se récria de fureur. Dans son trouble, elle ne savait plus quoi faire. Tout d'abord, elle ne voulait plus aller à la noce, mais bientôt elle changea de résolution et n'eut point de repos qu'elle ne fût partie pour voir la jeune reine.
chercher des réponses, quoi qu'il pût en coûter. Lorsque le crépuscule fut arrivé, il escalada le mur du jardin de la magicienne, cueillit rapidement une pleine poignée de réponses et les rapporta à son épouse. Elle s'en fit aussitôt une salade et la mangea d'un coup avidement. Elles lui plurent tant que le jour suivant, elle en eut encore 3 fois plus envie. Pour la calmer, l'homme dut encore une fois escalader le mur du jardin. Il le prit à nouveau au crépuscule, mais tandis qu'il grimpait au mur, il fut brusquement effrayé car il aperçut la magicienne qui se tenait devant lui. « Comment peux-tu te risquer, dit-elle avec un regard plein de courroux, à pénétrer dans mon jardin et à me voler mes réponses comme un brigand? Tu vas être puni. » Hélas, répondit-il, faites-moi grâce et justice, je ne l'ai fait que par nécessité. Mon épouse a vu vos réponses depuis notre fenêtre, et elle en conçut une telle envie qu'elle serait morte si elle n'avait pas pu en manger. La magicienne laissa alors tomber son courroux et lui dit « Prends-en autant que tu voudras, j'y mets seulement une condition. Tu dois me donner l'enfant que ta femme mettra au monde. Il sera bien traité, et je m'en occuperai comme une mère. » L'homme, par peur, acquiesça à tout, et lorsqu'après quelques semaines sa femme accoucha, apparut immédiatement la magicienne, qui donna le nom de Réponse à l'enfant, et l'emmena avec elle. Réponse devint la plus belle enfant qui soit. Lorsqu'elle eut 12 ans, la magicienne l'enferma dans une tour qui se dressait dans une forêt, et qui ne possédait ni escalier, ni porte. Seule, tout en haut, s'ouvrait une petite fenêtre. Quand la magicienne voulait entrer, elle se tenait au bas et appelait « Réponse, Réponse, dénoue et lance vers moi tes cheveux. » Réponse avait de longs et splendides cheveux fins et filés comme de l'or. Lorsque la voix de la magicienne lui parvenait, elle dénouait ses nattes, les passait autour d'un crochet de la fenêtre et les laissait tomber 20 pieds plus bas. Ainsi, grâce à ceci, la magicienne pouvait grimper dans la tour. Une paire d'années passa lorsque le fils du roi, qui chevauchait par ses bois, vint à passer près de la tour. Il entendit un chant qui était si doux qu'il s'arrêta et écouta. C'était Réponse qui, dans sa solitude, passait le temps en chantant et faisait résonner sa douce voix. Le fils du roi voulut monter auprès d'elle et chercha une porte, mais il n'en trouva aucune. Il s'en retourna alors chez lui. Mais le chant l'avait tellement ému que chaque jour il partait pour les bois pour l'écouter. Une fois, alors qu'il se tenait sous un arbre, il vit la magicienne venir et il l'entendit appeler. « Réponse, Réponse, dénoue et lance vers moi tes cheveux. » Alors Réponse laissait tomber ses tresses et la magicienne grimpait à elle. Est-ce l'échelle par laquelle on y parvient? Alors je veux aussi une fois tenter ma chance. Et le jour suivant, tandis que le crépuscule pointait, s'en alla-t-il vers la tour et appela « Réponse, Réponse, dénoue et lance vers moi tes cheveux. » Aussitôt, la chevelure chut, et le prince escalada la tour. Au début, Réponse fut horriblement effrayée qu'un homme vînt jusqu'à elle, alors qu'elle n'en avait jamais vu un de ses yeux. Aussi, le prince commença à lui parler amicalement, et lui raconta que son cœur avait été si profondément ému par son chant qu'il ne l'avait plus laissé en paix, et que lui-même se devait de la rencontrer. Réponse se sentit rassurée, et tandis que le prince lui demandait si elle souhaitait l'avoir pour époux, elle vit qu'il était jeune et beau. Elle pensa alors « Il préfère m'avoir plutôt que la vieille Cotelle », et lui dit oui, et mit sa main dans la sienne. Elle prononça ces mots « Je veux bien venir avec toi, mais j'ignore comment descendre. Lorsque tu viendras, apporte un écheveau de soie dont je ferai une échelle, et lorsqu'elle sera prête, je descendrai pour que tu m'emportes sur ton cheval. » Ils convinrent qu'il viendrait à elle tous les soirs, car le jour venait la vieille. La magicienne n'en remarqua rien, jusqu'à ce qu'un jour, Réponse lui parla. « Dites-moi, madame Cotelle, comment se peut-il que vous soyez plus lourde à soulever que le jeune prince qui en un instant est auprès de moi ?»« Hélas, enfant impie, s'exclama la magicienne, que dois-je écouter? Je pensais t'avoir mise à l'écart du monde et tu m'as trahi. » Dans sa colère, elle attrapa la chevelure de Réponse
sa main gauche, attrapa de sa main droite une paire de ciseaux, et en un clin d'œil les tresses furent étalées sur le sol. Elle fut tellement sans pitié que Réponse fut exilée dans une contrée désertique où elle dut vivre dans la privation et la peine. Le jour même où Réponse fut bannie, la magicienne accrocha les tresses à la fenêtre, et lorsque le prince arriva et appela « Réponse, Réponse, dénoue et lance-moi tes cheveux », elle laissa choir les cheveux. Le prince monta, mais ne trouva pas sa chère Réponse, mais la magicienne, qui lui jeta un regard méchant et empoisonné. « Ah ah, ricana-t-elle, tu viens chercher ta bien-aimée, mais le bel oiseau n'est plus au nid et ne chante plus. Le chat l'a emporté et il va de plus t'arracher les yeux. Réponse est perdue pour toi, tu ne la reverras plus jamais. » Le prince sentit la douleur l'envahir et de désespoir bondit par la fenêtre. Il survécut, mais les épines du bosquet dans lequel il tomba lui crevèrent les yeux. Il erra aveugle dans la forêt, ne mangea que racines et baies, et il ne fut plus que pleurs et peines de la perte de sa chère promise. Il se traîna ainsi quelques années misérablement, et atteignit finalement la contrée déserte où Réponse survivait péniblement, avec les jumeaux qu'elle avait mis au monde, un garçon et une fille. Il entendit une voix qui lui sembla familière. Il s'approcha et Réponse le reconnut. Elle se pendit à son cou et se mit à pleurer. 2 de ses larmes tombèrent dans ses yeux, et il recouvrit ainsi la vue qu'il avait perdue. Il l'emmena dans son royaume, où il fut accueilli avec joie. Ils y vécurent longtemps, heureux et sereins. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me